Dans ce jour, l'Assemblée législative de transition a procédé aujourd'hui à l'élection des juges parlementaires de la Haute Cour de justice pour le compte donc de chacune des deux chambres de la juridiction. 6 juges titulaires et leurs suppléants ont été élus. Dans ce journal également, nous vous montrerons l'état des voies du quartier Kiloué en cette saison pluvieuse, un état qui rend la circulation difficile bien sûr et oblige certains habitants à développer des initiatives pour éviter les inondations. Et puis au Tchad, convoqué par le procureur de la République, l'opposant Succès Masra n'a pu répondre en route pour l'audience. La foule qui l'accompagnait a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. S'en sont suivis des heurts. Image en fin de journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h à l'Assemblée législative de transition. Donc ce vendredi, élection des juges parlementaires de la Haute Cour de justice. 6 titulaires ainsi que leurs suppléants ont été élus pour le compte de la première chambre. Le même format d'équipe a également été élu pour la chambre d'appel. Les juges donc se disent conscients de la charge donc qui leur est confiée. Nous en parlons dans ce reportage de Serge Caboret. Dissous à la suite du coup d'État du 24 janvier 2022, la Haute Cour de justice est en passe d'être de nouveau fonctionnelle avec l'élection des juges parlementaires par l'Assemblée législative de transition ce vendredi. Au total, 6 juges parlementaires titulaires et 6 suppléants de première instance, ainsi que 6 autres juges parlementaires titulaires et 6 suppléants de la Chambre d'appel ont été votés. Les juges parlementaires sont élus au scrutin secret. Nul n'est élu s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Selon les dispositions de l'article 158 bis, alinéa 4 de notre règlement, sont élus à chaque tour de scrutin, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée législative de transition. Pour chaque catégorie, il est procédé à autant de tours de scrutin qu'il est nécessaire jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus. L'ensemble de ces 24 nouveaux juges parlementaires votés par les députés de l'ALT viennent s'ajouter aux magistrats de grade exceptionnel désignés par le président de la Cour de cassation. Ce sont des juges parlementaires qui, à l'issue de la séance de vote, mesurent déjà les responsabilités qui sont les leurs dans cette juridiction compétente pour juger le président du FASO et les membres du gouvernement pour les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions. Je pense que la Haute Cour de justice est un assemblage juridique qui manquait dans notre ordonnancement juridique et cela avait été omis lors de la mise en place du règlement de la LT. Et le gouvernement a donné donc instruction également pour que la Haute Cour de justice soit prise en compte dans l'arsenal juridique du Burkina. Donc il était en tout cas normal que les députés se réunissent puisque selon donc la loi, il doit y avoir 24 députés qui composent donc cette juridiction. Donc c'est pourquoi nous avons procédé aujourd'hui donc aux élections des juges, des députés qui devaient donc siéger donc dans cette juridiction et pour combler un peu le vide juridictionnel qui existait au niveau du pays. En tant que parlementaire, je pense que nous avons un des parlements le plus neutre possible. Les députés sont issus de plusieurs horizons, des forces vives de la nation, des organisations de la société civile, de quelques partis politiques. Donc nous pourrons dire que nous avons un Parlement qui n'a aucune couleur politique. Alors que vous savez que d'habitude les gens pensent que c'est la politique qui galvaude le sens et le contenu de ce que nous donnons à la justice. Et étant donné que nous sommes des parlementaires qui sont issus de ce Parlement, donc de cette Assemblée, nous pensons être véritablement à la hauteur des attentes de nos populations, dans le sens que nous dirons le droit sans aucune pression extérieure, quelle qu'en soit. Merci. Merci. La mise en place de cette haute cour permettra à nos autorités judiciaires de pouvoir diligenter certains dossiers afin de pouvoir
faire en sorte que nous puissions marquer des avancées notables dans notre pays en matière de justice. Maillon essentiel du système judiciaire, la Haute Cour de justice est un élément incontournable dans le fonctionnement normal des institutions de la République. Elle est compétente pour connaître des actes constitutifs de haute trahison, d'attentat à la Constitution ou de détournement de deniers publics commis par le président du Faso dans l'exercice de ses fonctions. Cette juridiction est également compétente pour juger les membres du gouvernement en raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Remise d'attestation ce 8 septembre à 151 membres d'associations à la suite d'une formation en informatique. C'est une initiative de la mairie de Ouagadougou tenue en 2021. Durant 2 semaines, les participants avaient acquis les bases de l'outil informatique afin de s'adapter à l'évolution technologique. Cette formation est 4e donc du genre. La cérémonie de remise des attestations commentée par Abdoulaye Migné. Ce sont 151 personnes qui viennent de recevoir leur attestation de fin de formation en informatique initiée par la mairie de Ouagadougou. Ces derniers ont été formés aux éléments de base de l'outil informatique tels la navigation Internet et l'utilisation des logiciels Microsoft. Pour le représentant du président de la délégation spéciale de Ouagadougou, cette formation sera très utile aux participants dans l'exercice de leurs activités. Il les invite donc à en faire un bon usage. C'est une formation qui s'est tenue l'année passée, en 2021, et ça regroupait près de 151 participants. Et nous avons tenu ce soir à leur remettre les attestations et en même temps lancer la 5e édition de cette formation en informatique. Tout d'abord, mettre en pratique ce qu'ils ont appris pendant ces semaines et ensuite utiliser ça pour améliorer leurs besoins quotidiens en matière de demande d'emploi, en matière de rédaction administrative. Comme on le dit, apprends autant que tu peux, cela ne te servira à rien tant que tu ne les mets pas en pratique. Cette 4e édition de formation en informatique a duré 2 semaines. Une initiative qui réjouit les représentants des bénéficiaires. Occasion pour eux de soumettre quelques doléances aux autorités municipales. Nous remercions les autorités communales, les formateurs, plus les partenaires qui nous ont permis d'avoir cette formation. Et nous souhaitons que cette formation soit pérennisée pour que d'autres personnes, d'autres leaders d'associations puissent en bénéficier. Nous souhaitons que la mairie nous accompagne sur d'autres formations concernant la gestion de nos associations et en plus les formations sur l'auto-emploi, sur l'entrepreneuriat, en tout cas d'autres formations qui vont nous permettre de nous en sortir. Les bénéficiaires de cette session de formation en informatique sont issus de 11 associations des 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou. Les regards sont désormais tournés vers la 5e édition. Un recadrage des organisations de la société civile devrait intervenir au Burkina, selon le sociopolitologue Dr Olo Pépin. Il fait référence à l'agressivité verbale et physique constatée dernièrement sur la scène politique, avec en exemple la manifestation perturbée du ballet citoyen. Selon le sociopolitologue, ces agissements fragilisent le tissu social et freinent le processus de réconciliation nationale. Le docteur dénonce par ailleurs ce qu'il qualifie de silence coupable des autorités. Maxime Jules-Bombara l'a rencontré. Les violences entre organisations de la société civile auxquelles l'on assiste ces derniers jours sont déplorables, selon le sociopolitologue Olo Pépin Yen. Ces agissements sont d'autant plus regrettables qu'ils sont, pour ce dernier, l'expression d'une polarisation antagonique de la scène politique et de la société civile. Il parle même de régression historique et de dégringolade politique. Nous avons reculé parce que de telles méthodes, on a connu ça et il y a quand même une époque révolue où le loubardisme faisait partie des répertoires d'action de certains groupes politiques. On pensait pouvoir dépasser cette situation, mais on se rend compte que ce loubardisme a ressurgi encore sur la scène politique. Et comme ici, moins de règlements et des contradictions politiques. Le sociopolitologue n'y va pas du dos de la cuillère pour dénoncer ce qu'il qualifie de silence coupable des acteurs politiques, mais surtout des autorités. Pour ce dernier, ces situations d'affrontement entre organisations de la société civile ne font que fragiliser davantage le tissu social, donc contraire au discours de réconciliation et de cohésion sociale.
rien que sous l'Ancien Régime, il y a des acteurs politiques, pas des moindres, qui appelaient régulièrement ici à la réconciliation nationale, à la cohésion. Mais je suis surpris que ces mêmes acteurs-là aujourd'hui feignent ici d'ignorer ce qui se passe. C'est un désordre ambiant qui est en train de s'installer. Et si l'autorité ici ne prend pas ses responsabilités pour faire parler ici le droit et mettre de l'ordre, instaurer la discipline, j'ai bien peur que dans les temps à venir, que cette violence ne puisse prendre une autre tournure. Pour ce dernier, les organisations de la société civile sont certes libres d'avoir des alliances avec un régime, mais ces alliances doivent se faire avec la manière. Le soutien pour Olo Pépin Yen doit se définir en termes d'idées, de propositions concrètes, plutôt que de bander les muscles. Il interpelle donc les autorités à se démarquer de tels soutiens qui, du reste, les desservent. Est-ce que pour soutenir un régime, on a besoin d'aller semer la violence, de se substituer ici, c'est-à-dire aux forces de l'ordre, pour chercher à rétablir un quelconque ordre par la violence privée? Je ne pense pas si ça arrange même ceux qui sont au pouvoir. Voilà. Donc, c'est la façon d'apporter le soutien aujourd'hui. Et encore, comme je l'ai dit, lorsque des trompettistes se mettent ici dans des discours propagandistes, voilà, et qui, comme je l'ai dit, franchement, qui manquent de peu de sérieux, parce que personne ne peut prendre ça au sérieux. Et ceux-là même qui professent ces discours, je ne suis même pas sûr qu'ils sont convaincus même de ce qu'ils disent, juste pour contenter un régime en place. Voilà, et certainement peut-être s'attirer les faveurs de ce régime. Le sociopolitologue préconise donc la création de cadres de réflexion pour recadrer ces organisations de la société civile pour qu'elles puissent, à travers des débats d'idées, apporter leur contribution au développement du pays. Le dernier Conseil des ministres annonçait la baisse du nombre de déplacés internes au Burkina, plus exactement près de 500 000 à moins. Plusieurs éléments expliquent cela. Le ministre en charge de l'action humanitaire les a exposés dans l'émission Le Tribunal de l'actualité ce matin. Lazare Zungrana s'est également expliqué en ce qui concerne les bilans dressés par certaines organisations internationales qui indiquent plutôt que les déplacements des populations sont de plus en plus importants. Alexis Wenkouni Belemnaba. Le Burkina Faso, qui comptait à la date du 30 avril 2022 1 902 150 personnes déplacées internes, en compte aujourd'hui 1 520 000. Les chiffres partagés lors du dernier Conseil des ministres étaient au cœur des échanges au tribunal de l'actualité, qui recevait d'ailleurs le premier responsable de l'action humanitaire, Lazare Zungrana. Le ministre revient sur les statistiques obtenues et les raisons de cette baisse constatée du nombre de PDI. Je pense que j'ai évoqué les questions de doublons. J'ai également évoqué le fait qu'il y a des personnes qui ont été accueillies dans des familles et qui aujourd'hui ne se considèrent même plus comme personnes déplacées internes parce qu'il y a eu une intégration dans ces localités. Il y a des personnes déplacées internes qui sont allées dans d'autres localités s'installer et qui mènent des activités agricoles, etc., mais qui ne se considèrent plus comme personnes déplacées internes. Il y en a qui ont également développé des activités économiques et qui ne se considèrent plus comme personnes déplacées internes. Donc quand vous prenez cette baisse, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte. Et pourtant, selon certaines organisations internationales présentes au Burkina Faso, les déplacements sont de plus en plus importants. L'expansion des groupes armés terroristes semble évidente avec de nouvelles localités touchées, des grands axes attaqués. Alors comment parler d'une tendance baissière du nombre de PDI ? Mais je dis qu'ils ont travaillé sur les chiffres de 1 902 150 personnes déplacées. Ils disent de janvier à juillet. Donc on a vous savez que ces chiffres de 1 902 150, c'est depuis 2019. C'est cumulatif en fait. D'accord. Voilà. Donc ils ne peuvent que travailler sur ces chiffres. Et c'est ça qui donne ces résultats-là. Aujourd'hui, nous sommes à une autre étape où nous avons toiletté des textes. Je me dis qu'à leur prochaine sortie, ils seront tenus donc d'utiliser les chiffres actualisés. Le ministre va plus loin. Même la question du retour des PDI est pensée. Donc leur aspiration profonde
c'est de repartir donc dans leur domicile. Donc c'est pour cette raison, vous pouvez effectivement constater des gens qui retournent dès lors que ces personnes constatent qu'il y a en tout cas un minimum de sécurité qui est assuré dans leur localité d'origine ou bien sur d'autres territoires. Par exemple, il y en a qui partent rejoindre des parents dans d'autres localités du pays. Il y en a qui quittent le Sahel et qui partent peut-être au niveau du sud où ils avaient déjà des membres de famille installés. Ils les rejoignent et ils essaient de mener une autre vie à ce niveau-là. En ce qui concerne l'assistance humanitaire, tous les efforts sont déployés du côté du gouvernement, de même que des partenaires, rassure le ministre en charge de la solidarité. La santé, l'eau, l'hygiène, la question de l'appui psychosocial sont des actions menées sur les sites des PDI. Le rétablissement des liens familiaux sont également des actions menées sur les différents sites. Et nous poursuivons ce journal. La saison pluvieuse vient avec une vague d'importantes inquiétudes pour les habitants de plusieurs quartiers de la ville de Ouagadougou. À Kilouin, dans l'arrondissement 3 donc de Ouagadougou, les voies sont impraticables en ce moment. De plus, l'absence de canaux d'évacuation cause des inondations dans plusieurs habitations. Certains citoyens sont contraints de revoir la construction de leurs maisons pour éviter d'être envahis par les eaux de pluie. Constat ce 8 septembre avec Abdoulaye Migné. Depuis maintenant 5 ans, les habitants du quartier Kilouin, dans l'arrondissement 3 de Ouagadougou, vivent le calvaire après la pluie. Le manque de canaux d'évacuation des eaux est la cause de cette situation, selon les riverains du quartier qui se trouvent les pieds dans l'eau. C'est le cas de Ahmed Sawadogo qui tente tant bien que mal de s'adapter à la situation. Et les portions que nous avons, donc on ferme et en même temps on utilise des sachets que nous bourrons, nous fermons hermétiquement pour que l'eau qui est envoyée depuis le dehors ne puisse pas pénétrer dans les cours. Et c'est après les pluies maintenant que nous sommes obligés d'évacuer ce qui est à l'intérieur. Ça c'est un mur à 2 couches que j'ai donc érigé ici, dans le but donc de freiner l'écoulement de l'eau qui vient du dehors. Voilà. Donc auparavant c'est un garage, mais malheureusement je ne peux plus le faire entrer ma voiture, je ne peux plus faire entrer ma voiture. Les causes de cette inondation dans ce quartier ne se limitent pas seulement au manque de canalisation. La suppression d'un pont sur la route nationale 2 en est d'ailleurs la principale explication, poursuit Ahmed Sawadogo. Et depuis 1985 que j'habite donc le quartier, et je sais qu'il y avait un pont qui était là et qui permettait l'évacuation de l'eau. Parce que tout l'eau qui quitte vers, le quartier Marcoussi, une bonne partie passait par là-bas avant qu'une partie aussi longe donc le goudron pour aller au pont de Bisguin. Malheureusement, avec l'installation donc des opérateurs économiques ici, donc le pont a été fermé. Alors nous ne savons pas pourquoi ça a été fermé, mais en tout cas ça nous porte préjudice aujourd'hui. On ne ferme pas un pont pour arranger d'autres personnes pendant que d'autres subissent. Nous trouvons que quand même c'est pas normal. Outre les habitations, la voirie est aussi impactée par les eaux de pluie. Circuler dans différentes artères de ce quartier relève d'un parcours de combattant en cette saison pluvieuse. Marc Nana, conducteur, est un habitué des routes de ce quartier. Pour lui, en plus d'avoir un véhicule en bon état, il faudra savoir bien manœuvrer. Souvent, la dernière fois, j'étais enfoncé ici. Donc, si toutes les bonnes volontés pouvaient venir en notre aide, ça nous ferait vraiment plaisir. Ça veut dire que si ton véhicule n'est pas en bon état, il ne faut même pas oser pour passer. C'est très compliqué. Voilà. Donc, c'est très compliqué à passer ici. Et vous-même, vous voyez. Donc, ce n'est pas à moi de dire. Vous-même, vous voyez. Ici, les usagers sont obligés de se frayer un passage devant les concessions et les boutiques situées aux abords pour éviter de s'embourber. Les plus jeunes du quartier profitent de cette situation. Ils aident les motocyclistes à traverser les points difficiles, moyennant quand même quelques pièces de monnaie. Le passage est très difficile, vous-même vous voyez. Quand on demande aux enfants de nous aider, ils veulent quelque chose en retour. Si on veut forcer pour passer aussi, on peut se créer des problèmes. Donc on est obligé de solliciter les enfants. Les habitants du quartier Kilouin disent avoir à plusieurs reprises tenté de boucher les trous sur les routes. Mais plus les routes sont en hauteur,
plus l'eau entre dans les concessions. La solution reste la construction de canaux d'évacuation selon ces populations. En attendant, quand le ciel ouvre ses vannes, c'est l'inquiétude qu'on lit sur leur visage. Un problème de santé assez méconnu, le pied-bot, une forme de malformation dès la naissance. Son traitement suit tout un ensemble de procédures qui peuvent durer des années et engager d'importantes ressources financières. C'est pourquoi le programme Pied-bot Hope Works vient donc en aide aux enfants malades depuis 2017, ce à travers la mise en place dans 7 régions de plusieurs centres de santé, dont l'hôpital Chifra. Nous avons déplacé une équipe au service de kinésithérapie, donc des précisions sur la pathologie et le mode de traitement dans ce reportage signé Fatima Tanikiema. Hôpital Chifra de la ville de Ouagadougou. Nous sommes au centre de kinésithérapie. Des parents défilent avec leur progéniture. Certains pour le suivi du traitement de leurs enfants et d'autres pour une première consultation. Des patients qui ont en commun une même maladie. Ils souffrent tous de pied-bot, une maladie congénitale caractérisée par une déformation du pied, naissance de l'enfant ou lors des échographies du second ou du dernier trimestre. Il faut dire que le pied-bot a 4 composantes caractéristiques qui permettent de le reconnaître et ça forme l'acronyme CAV. Le C pour cavus qui correspond à l'accentuation de l'arche du pied et le A pour adductus qui veut dire que les orteils sont tournés vers l'intérieur et le V pour varus pour dire que le talon est tourné également vers l'intérieur lorsqu'on l'observe de l'arrière et le E pour équin qui veut dire que le talon est soulevé vers le haut et les orteils pointent vers le bas. En plus des caractéristiques, il existe plusieurs catégories de pied-bot selon le docteur Oubda, parmi lesquelles le pied-bot idiopathique, celui dont on n'a pas encore déterminé la cause et qui n'est non plus lié à une maladie quelconque. Et ce pied-bot-là représente 90% des cas. Et vous avez le pied-bot dit secondaire ou syndromique, où le pied-bot est associé à une autre malformation. Vous pouvez par exemple avoir un pied-bot associé à un spina bifida, qui est une maladie congénitale au niveau par exemple de la colonne vertébrale. Vous pouvez avoir le pied-bot associé à l'hydrocéphalie, qui concerne la tête, ou associé à des brides amniotiques. Donc, lorsque le pied-bot est associé à ce type de malformation ou de maladie, on l'appelle pied-bot syndromique. Les caractéristiques et les différentes catégories sont donc connues, mais la cause reste un mystère pour la science. Les recherches sont toujours en cours selon le docteur Oubda, mais elle est une maladie présente dans tous les pays du monde avec diverses fréquences. Au niveau du Burkina Faso, il faut dire que la fréquence du pied-bot est de 1 cas pour environ 806 naissances. Ce qui va correspondre à 958 enfants qui vont naître chaque année avec le pied-bot congénital au niveau du Burkina. Et sur ces 958 naissances qui vont venir chaque année avec le pied-bot, la moitié des cas va concerner les 2 pieds et l'autre moitié va concerner un seul pied, c'est-à-dire unilatéral. Et on a également constaté que les garçons sont plus touchés que les filles. On a environ 6 à 7 garçons touchés et environ 4 à 3 filles touchées pour 10 enfants qui ont le pied-bot par exemple. Des enfants qui ont la chance de bénéficier d'un traitement au Burkina Faso depuis le 1er décembre 2017. Ici à l'hôpital Chifra, ces soignants utilisent la technique de Ponseti, une méthode mondialement reconnue avec 95% de taux de succès selon le docteur Faisal Oubda. Cependant, la première étape de la prise en charge est l'entretien avec un conseiller parental. Il va recevoir l'enfant et ses parents, essayer de faire un soutien psychosocial parce que beaucoup, quand ils viennent, ils pensent que le pied-bot est une malédiction, ils sont abattus. Donc il faut leur expliquer que le pied-bot n'est pas une malédiction et que le traitement est disponible en leur expliquant les processus de traitement. Cette étape passée, place au traitement subdivisé en 2 phases, la phase de correction et celle du maintien. La correction se fait avec une série de poses de plâtre chaque semaine et peut durer 4 à 6 semaines pour corriger la partie antérieure du pied. Ensuite vient une petite chirurgie du tendon d'Achille dont bénéficient 9 sur 10 enfants souffrant de pied-bot. Et 3 semaines après, commence la phase de maintien avec le port d'attelle. Pendant les 3 premiers mois de port d'attelle, il va garder l'attelle 23 heures sur 24.
30 minutes pour se doucher le matin, 30 minutes pour se doucher le soir, et le reste du temps, ils gardent la telle pour maintenir la correction. Si on ne maintient pas la correction, il y a un risque de récidive du pied-beau congénital. Et après les 3 mois de port intensif, on va passer au port 12 heures sur 24 heures et uniquement la nuit. Le couple Gandéman est venu pour un suivi. Il a détecté la maladie chez son enfant 2 semaines après sa naissance. L'enfant est à la phase 2 de son traitement. On va suivre jusqu'à 4 ans, mais en respectant la procédure. Par exemple, si on arrête de porter les chaussures, le pied va revenir. Donc, le matin, quand elle douche l'enfant, moi je l'aide à masser et des fois je porte. Le soir, elle douche l'enfant. Quand elle masse, elle porte les chaussures, je vérifie. Le lendemain matin, au fur et à mesure, on vérifie. Parce qu'ils nous ont fait comprendre que si on ne suit pas correctement, le pied va revenir. Et c'est entre 4 et 5 ans que l'enfant qui suit le traitement du pied-beau congénital à travers la technique de Ponseti peut être déclaré guéri. Rappelons qu'environ 958 enfants naissent chaque année avec cette pathologie au Burkina Faso. Et depuis 2017, le programme Pied-beau Hope Walks n'a pu traiter que 700 enfants dans cette région dans laquelle il est mis en œuvre. Le manager du programme Pied-beau Hope Walks appelle donc les parents à se rendre dans les 7 centres de santé où le programme est implanté pour bénéficier de traitements gratuits pour les enfants de 0 à 2 ans. En sport, Ligue des champions africaine, le Rail Club du Kadiogo se prépare à sa première participation. Le club affronte dans quelques jours l'Ashanti Kotoko du Ghana dans le cadre donc des tours préliminaires. Le moral est moyen, c'est ce que dit le coach Amadou Sampo, mais dans ses propos, il fait preuve de détermination afin de réussir cette première participation. John William Somda. Champion du Burkina Faso à l'issue de la saison 2021-2022, le Rail Club du Kadiogo RCK s'est offert le luxe de prendre part à la Ligue des champions africaine. Pour son entrée en lice, le Rail sera face à l'Ashanti Kotoko du Ghana au tour préliminaire. À quelques jours de ce match, la sérénité ne semble pas totalement régner chez les Faucons. Bon, moi je viens de revenir de Chan. Donc j'ai vu de loin aussi dans les préparations que ça va. Et aujourd'hui je suis arrivé aussi pour mettre un petit travail pour accompagner. Et je vois que le moral est moyen. Voilà, c'est beaucoup de plans, le moral est moyen. Mais on est en train de se préparer en conséquence parce qu'on sait que voilà, c'est au moment des difficultés qu'on reconnaît les vrais hommes. Donc c'est à ce niveau que nous devrons faire preuve de sérénité, dégager beaucoup au niveau mental pour pouvoir aller chercher les résultats. Pour revenir à la rencontre, il faut dire que le Rail Club ne va pas à l'inconnu. Si les informations disponibles ne sont que des brides, le Rail pourra s'appuyer sur la connaissance qu'il a des méthodes de Cyril Zerbo Dikrol, appelé au chevet des porcs épiques de Koumassi. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on connaît voilà, l'équipe comme ça, mais on a suivi l'équipe aussi de loin dans sa préparation au niveau du Soudan. Voilà, et le résultat, peu importe au niveau du résultat. Le plus important, c'est de pouvoir se préparer. Nous, on ne va pas se focaliser aussi au niveau des résultats engagés par la santé Kotoko. Parce que nous-mêmes, nous sommes aussi en difficulté, je peux le dire. Voilà, parce que quand on regarde aussi l'effectif qui est là, c'est comme on est en train de reprendre l'équipe un peu à 70% de l'année passée. Donc ça aussi, c'est une certaine difficulté, il faut le dire. On n'a pas encore joué un match digne de ce nom, sauf le match de la finale de Coupe de la JSP. Et ça fait plus d'un mois. Si les Faucons ont vu plusieurs joueurs partir au cours de l'intersaison, ils ont néanmoins enrichi plusieurs renforts avec des joueurs d'expérience. Vous les connaissez déjà, c'est des talents. Quand on prend Dao Memel, qui est un international junior et qui a été champion et qui a été vice-champion au niveau de l'IFOAB. On a vu aussi Barou Adama que j'ai récupéré, que vous connaissez, beaucoup d'expérience. Et il était tout de suite aussi aux éliminatoires de Chan. Voilà, pour pouvoir compenser avec l'expérience qu'il a, ça va donner encore beaucoup d'oxygène, voilà, pour cette équipe. Et pour John Jeremia, administrativement, c'est pas encore fait. Donc on attend de voir comment ça va aller. Mais dans l'ensemble, j'ai une équipe aussi expérimentée et plus expérimentée que l'année passée. Face à Kotoko, le RCK pourra miser sur son envie, celle qui lui avait permis de coiffer au dernier moment tous ses adversaires pour le titre de champion. Le retour d'Aboubakar Sidiki Traoré, de Faisal Laouedraogo, combiné aux arrivées de Memel Dao et Adama Barrow de Tuteuf, devra permettre aux Faucons de prendre la pleine mesure des porcs épiques de Koumassi.
Et puis dans le reste de l'actualité au Tchad, l'opposant Succès Masra n'a pas pu répondre à la convocation du procureur de la République au moment où il se rendait à l'audience avec la foule qui l'accompagnait. Le leader du parti Les Transformateurs a été réprimé au gaz lacrymogène ce vendredi. Le réseau des droits humains en Centrafrique a exprimé de fortes préoccupations face aux restrictions des droits civiques au Tchad, un pays où la situation sociopolitique est tendue depuis des semaines. Le dialogue national lancé en août dernier a été boycotté par plusieurs partis politiques. Ils étaient des centaines ce vendredi à N'Djamena à avoir fait le déplacement pour soutenir Succès Masra. Âgé de 39 ans, le président du mouvement Les Transformateurs, qui est aussi le principal leader de l'opposition au Tchad, se rendait à une convocation au tribunal dont le motif ne lui a pas été communiqué. C'est au nom de la justice et de l'égalité que nous sommes là et debout et ce matin sous la pluie. C'est pour écouter ce qu'ils vont nous dire. Mais nous ne sommes pas venus, nous ne sommes pas des rancuniers, on ne peut pas venger. Mais notre vengeance, c'est l'hymne national et la marche. C'est tout. Pas des sifflets. Les gars, ne sifflez pas. Alors qu'il se rendait au palais de justice, l'opposant a dû faire demi-tour. La police a tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les centaines de partisans qui l'accompagnaient. Vous êtes mis debout aujourd'hui pour m'aider à porter une sorte un peu de croix de la justice et de l'égalité. Je vais vous demander donc d'être discipliné, pas de débordement. Cette convocation survient quelques jours après des manifestations de l'opposition violemment réprimées par la police et l'armée. Le mouvement Les Transformateurs boycotte par ailleurs le dialogue de réconciliation nationale lancé il y a près d'un mois par Mahamat Idriss Déby. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent début de week-end. Je vous retrouve demain à 20h.